troisième élément, quand vous allez peut-être dire à votre épouse ou à votre époux, j'irai passer peut-être de l'argent pour faire la route et aller à cette formation, parce qu'un engagement, c'est un engagement, elle peut même vous insulter. Toi, tu sais qu'il n'y a rien à manger, et puis le peu d'argent qu'il y a maintenant, c'est ça que tu prends pour dire, tu vas donner ça à ton maître là-bas. Ou bien c'est pas ce qu'elle va dire. Oui, formation de terre, et quand madame dit ça, monsieur fait quoi? Monsieur s'assoit, non? Oui. Et si même monsieur appelle un ami pour dire, bon, est-ce que je peux trouver 10 000 là, je veux voyager, il dit, mais tu veux faire quoi? Je veux aller à une formation. Alors, la formation de Dongbe, on est là. Oui, au Jojobo, c'est la même chose, c'est la même personne. Il n'y a rien. Nous, on a fait ça. Donc, on va te donner tellement d'éléments au point que finalement, ça va venir renforcer ta tempête et tu vas t'asseoir à la maison chez toi, oubliant que l'avion décolle face au vent et que si l'objectif du capitaine, c'est de protéger, préserver son avis, il ne le sortirait jamais du port. Alors finalement, on te donne encore une ressource. Ne soyez jamais stupéfait devant la quantité de critiques que peut contenir un imbécile. Est-ce que ce que lui te dit, est-ce que c'est pour t'encourager à aller de l'avant? Si ce n'est pas le cas, c'est un imbécile. Un imbécile, ce n'est pas une insulte, ça veut dire qu'il n'a pas d'intelligence. Et là encore, ce n'est pas qu'on l'a insulté. Ça veut dire qu'il n'a aucune imagination à te proposer. Puisque l'imbécile, c'est comme ça. Alors, ne soyez jamais stupéfait devant la quantité de critiques que peut contenir un imbécile. Donc voilà les 3 ballons d'énergie qui sont au service donc de cette tempête, ce qui précède forcément le calme. Et puis voilà. Même si vous êtes malade, vous devez vous souvenir que forcément la guérison va venir après. C'est quand vous perdez la confiance que la guérison va venir, que la maladie, ça dure plutôt dans le temps. Vous m'avez suivi là? Voilà. La tempête précède toujours. Ça précède toujours quoi? Voilà. La tempête précède toujours le calme. C'est une loi. Et en venant peut-être ce jour-là, on ne savait pas qu'on allait bénéficier de ce privilège. Et le privilège est venu. Ça a calmé un peu nos lourdeurs internes, notre tempête interne. Donc nous allons faire un peu attention et être suffisamment attentifs à ce que nous allons commencer à faire à partir de ce moment. Nous irons dans des définitions académiques et en même temps rentrer dans nos représentations sociales pour apprécier les questions liées à la mort et répondre d'une manière ou d'une autre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Et je voudrais, quand j'aurai fini ma présentation, j'aurais bien aimé que vous preniez la parole pour dire si telle question que vous vous êtes posée, vous avez trouvé la réponse dans ce que nous avons fait ensemble. Si c'est le cas, notre rencontre aura été productive. Donc je reprends. Qu'est-ce qu'on devient après la mort? C'est une question qu'on s'est déjà posée, non? Bon. Existe-t-il un paradis? Existe-t-il un enfer? C'est une question aussi qu'on se pose. On se demande, mais comment on va voir les morts? Et on ne se demande pas pourquoi nous-mêmes, on se pose cette question. Les morts, ils viennent au marché. Est-ce qu'ils ont des bars? Ils ont des restaurants? Est-ce que nous achetons chez eux? Est-ce que nous mangeons leur repas? Voilà des questions qui nous préoccupent. C'est cela, non?
Alors moi, je dis donc, on va essayer d'aborder les questions d'ordre général, mais les réponses sont contenues dans ce que nous allons dire aujourd'hui et puis les 4 sessions qui viennent. Alors nous allons éliminer les questions au fur et à mesure et les connaissances que vous avez de la mort et des rapports à la mort et des rapports avec vos morts. Tout ça, ça va se passer progressivement. Donc un peu d'attention et nous allons y arriver. Alors nous avons par le passé dit donc, que nous avons des lois qui expliquent notre rapport à la mort et parfois nos rapports avec nos morts. La première loi, c'était que nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Et nous avons dit, et vous l'avez répété, que la nuit symbolise la mort et l'aube symbolise le début du jour. L'OMS, et c'est là que je vais dans les considérations académiques, considère la mort comme la disparition irréversible de l'activité cérébrale. Donc, l'OMS a mis en avant le cerveau. Et quand il n'y a plus de réflexes au niveau du tronc cérébral, donc pour l'OMS, c'est fini. Et cette même OMS distingue la mort cérébrale de la mort clinique. La mort clinique qu'elle considère comme un simple arrêt cardio-circulatoire. Si l'on met les définitions ensemble, donc, et on voit un cadavre par terre là ou sur le lit, on va vérifier est-ce que le sang circule. Non, le sang ne circule pas parce que le cœur n'arrive pas à pomper et à laisser le sang circuler. Donc, à ce point de vue, il s'agit d'une mort clinique. On va voir est-ce que le cerveau fonctionne encore, est-ce qu'il y a les réflexes, est-ce que l'individu peut-il soulever les bras, est-ce que même quand on lui tient les paupières, est-ce que ça peut s'ouvrir et on va avoir la sensation qu'il voit. Si tous ces réflexes sont éteints, donc on considère que cet individu est mort. Voilà la considération de l'OMS. Alors la question maintenant, si l'individu disparaît en tant qu'entité unique au moment de la mort, qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'une partie de son patrimoine génétique persiste dans sa descendance, perpétuant ainsi la vie de l'espèce elle-même, donc son évolution, et ça se perpétue dans des écosystèmes dans lesquels elle s'intègre. Donc, nous laissons de côté la définition de l'OMS, mais l'OMS même est d'accord qu'on peut faire ce qu'ils appellent les tests d'ADN pour nous lier même à des gens qui sont morts longtemps avant nous. J'espère que tout le monde est d'accord avec ce principe. Alors, il y a peut-être 500 ans, ça pouvait paraître une vue de l'esprit.